Bonjour à tous. On a profité du retour de la pluie là, et de ce beau temps breton pour se mettre au chaud en studio et parler de notre Biotop Stick. Dernier projet de chez Fish avec Louis, notre responsable technique et scientifique. Et donc on va aborder tous les points techniques autour de ce produit là. Voilà, un projet qui a duré 5 ans, Louis. Il y a eu des hauts, des bas, à chaque fois qu'on avance dans le projet, on bute sur des nouveaux problèmes et il faut trouver des solutions. Mais enfin, ça y est, ouais, ça y est. Moi j'avais commencé à faire des leurres de surface, faire des essais, et celui-là, dans le profil, est très intéressant. C'est vraiment un leurre 4x4, quoi, il se lance super bien. Il a vraiment la nage, on a bien trouvé l'équilibrage que je voulais, bien enfoncer dans l'eau, qui appuie sur l'eau, qui pousse de l'eau. Il se comporte bien dans plein de situations, il y a plein d'animations possibles à faire. Voilà, en termes de nage, c'est un produit qui prend du poisson, mais plutôt que de faire un leurre de surface classique, chez Fish, on a voulu aller plus loin que ça. Et là où il y a quelque chose de vraiment innovant, c'est sur la matière. Donc on va en parler. On est arrivé début 2018 avec un leurre de surface qui se lançait loin, qui nageait facilement, facile à animer, qui prenait du poisson. Mais il manquait la petite touche Fish, en fait, le petit truc original qu'on aime bien dans nos produits. Et c'est là où on s'est dit, bon qu'est-ce qu'on fait pour faire de ce leurre de surface un vrai leurre Fish et aller plus loin du fait que juste qu'il prenne du poisson, qu'il se lance bien. Et c'est là où en fait on s'est lancé le challenge d'aller de faire le premier leurre biodégradable dans l'environnement marin au monde. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore développé cette technologie-là sur nos leurres souples, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore réussi à faire de leurres souples biodégradables? Tout simplement parce qu'aujourd'hui les seules matières biodégradables dans le milieu marin qui existent sont des matières rigides. Et il faut réussir à les assouplir. Et réussir à les assouplir en gardant les propriétés de biodégradation ou sans les rendre toxiques est une prochaine étape. Mais on travaille dessus aujourd'hui. Et la particularité aussi, là, c'est pas le tout que ce soit biodégradable au milieu marin. À mon sens, le plus gros, la partie la plus intéressante en tout cas, c'est l'écotoxicité. C'est-à-dire que ça ne lâche pas ça ne relâche pas de chimie ou de trucs qui donneraient des maladies aux poissons ou qui iraient rendre l'eau toxique, quoi. Challenge accepté en 2018, on va rendre cela biodégradable. Donc rapidement, grâce à notre réseau académique, scientifique, on a réussi à trouver les quelques matières qui pourraient le faire. Et très rapidement, en fait, dès fin 2018, on avait réussi à faire des premiers prototypes de leurre biodégradable. Donc, à l'échelle laboratoire, en quelques pièces, on arrivait à faire quelque chose qui était péchant, qui marchait. Mais on avait pas mal de soucis quand même. On n'a pas réussi à l'industrialiser tout de suite. Et là, ça a été un vrai parcours du combattant qui a commencé. Donc à chaque étape fin 2018, début 2019. À chaque étape d'avancement, on butait face à un nouveau problème, quoi. Un coup, on n'arrivait pas à souder la matière. Là, on voit que on a rajouté de la colle pour le rendre étanche. Après, il y a eu le problème des yeux. On s'est retrouvé là avec comment on fait des yeux quand même sur le leurre, c'est un minimum. Si on fait tout plastique, c'est quand même l'esthétique est quand même un peu spéciale. Enfin voilà, il y a eu plein d'étapes comme ça et à chaque fois on butait sur un truc. Il fallait trouver une solution. Ça n'a pas été simple. Ça a été vraiment les premières complexités. Les yeux, réussir à travailler cette matière-là, réussir à l'assembler. Et puis le quatrième point, c'était quand même la coloration aussi. On n'avait pas mettre de peinture sur un leurre biodégradable, alors qu'une peinture, c'est un revêtement qui est polluant. Et donc aussi, et ne pas coller, parce qu'on aurait pu coller. Là, on a été obligé de mettre de la colle, mais la colle, c'est toxique. Donc on voulait aller jusqu'au bout des choses pour pas avoir un seul élément qui serait ou toxique ou pas biodégradable. On a rapidement cherché des solutions. Et on s'est confronté au principal problème qui est que ces matières sont très difficiles à transformer. À la fois pour le souder, à la fois pour créer les coques, c'était de bien contrôler le process. Et donc là, à force d'essayer, on s'est dit qu'on avait un vrai point bloquant. Et c'est là que du coup, on a réussi à répondre à un appel à projet d'aide à la faisabilité pour le projet innovant, lancé par la BPI et la région Bretagne, pour lequel on a obtenu une subvention qui nous a permis en 2020 de relancer ce projet-là avec de nouveaux objectifs qui sont de réussir à faire sur le biodégradable et aussi de le fabriquer en France. Donc là, on avait une deuxième ambition. Et pourquoi le fabriquer en France? C'était tout simplement pour mieux maîtriser le process, pour maîtriser chaque élément et pouvoir orchestrer la fabrication complète de ce leurre-là en parfaite qualité industrielle.
Du coup, nouveau souffle pour le projet, le lancement de ce qu'on appelait l'AFPI, dont le nom était Leurre Bio. AFPI, ça veut dire aide à la faisabilité pour les projets innovants. Et donc, il y avait plusieurs choses. Le premier gros problème, c'était concernant la matière. Donc, on avait trouvé une matière. Mais c'était comment la mettre en œuvre, comment la transformer pour qu'elle ait de parfaites caractéristiques mécaniques, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas cassante, qu'elle permette de faire un leurre aussi comparable à tous les leurres qui existent déjà sur le marché, tous les leurres plastiques qui existent sur le marché. Avec une matière qui puisse se souder, comment la souder, comment la colorer aussi sans utiliser de peinture, parce que la peinture ça reste des revêtements polluants. Donc ça c'était un des premiers gros sujets que l'on a traité. Le deuxième sujet c'était au final comment remplacer les yeux plastiques collés par une solution qui soit neutre pour l'environnement, qui ne soit pas impactante pour l'environnement. Et le troisième vrai sujet c'était du coup de comment faire en sorte que ce leurre-là puisse être produit en France. Pourquoi? Parce que vu toutes les complexités techniques qu'il y avait, on voulait vraiment pouvoir orchestrer ça tout autour de chez nous. Et au final, on se retrouve avec un leurre qui est fabriqué même en Bretagne, on pourrait presque dire en Finistère. Pour la partie œil du leurre, là c'était vraiment la chose qui nous a fait le plus travailler. Parce qu'on avait déjà un équilibrage qui était bon du leurre avec le comportement que l'on voulait dans l'eau, mais il a fallu qu'on change des choses et qu'on trouve surtout un substitut. Et là, on a eu l'idée de partir sur des billes de verre. Et puis sans colle aussi. Hein. C'est-à-dire elles sont assemblées directement, on le voit dans la coque. Là. Les billes c'est juste de l'assemblage. On ne voulait pas de colle pour pas qu'il y ait de produits toxiques dedans. Donc voilà, ça, la genèse de l'idée, c'est avec Matt sur des assemblages que l'on faisait, on s'est dit tiens, les billes au niveau des yeux, ça peut être intéressant. Et là, on s'est dit dans la taxidermie, là, quand ils empaillent les animaux, ils utilisent des billes de verre et c'est hyper naturel. Allons-y, le verre c'est pas polluant, essayons de faire ça. Bon, on s'est rendu compte rapidement quand même qu'il y avait beaucoup de complexité. Pourquoi? Parce qu'une bille de verre, il faut déjà qu'elle soit régulière. Et c'était dur de trouver un fournisseur capable de nous faire des billes de verre avec une belle régularité pour que ça s'emboîte et que ça ne sorte pas et que ça tienne bien et que l'effet soit beau. Deuxième difficulté, c'était de réussir en fait à faire des coques dont le perçage reste bien rond après injection. C'est la magie du plastique. Une fois injecté, ça se déforme de partout pour pouvoir bien maintenir ces billes-là. Donc en fait, sur une idée toute bête comme ça, toute simple, on se rend compte qu'il y a pas mal de complexités qui sont apparues. Et petit à petit, on a réussi à les résoudre et à avoir ce résultat-là. Un autre problème aussi, c'est que les billes de verre ont une masse, un poids. Et donc, en mettant des billes de verre à cet endroit-là, on a changé tout l'équilibrage. Mais, bonne surprise, on a découvert que c'était encore meilleur en animation et meilleur en distance de lancer. Ouais, et ça, on a réussi à l'expliquer en fait. C'est parce que pour deux équilibrages identiques, pour deux versions de leurre avec l'équilibrage identique, sur celui-ci, on avait une bille au centre et une bille à l'arrière. Alors que celui-ci, on n'a plus qu'une bille à l'arrière et deux billes à l'avant. Donc la position dans l'eau, le comportement dans l'eau, le poids du leurre sont exactement les mêmes. Mais celui-ci, il va se lancer plus loin et il va être plus facile à animer avec des slides beaucoup plus grands. Et ça, on l'explique facilement par rapport à ce qu'on appelle l'inertie. Le fait d'excentrer les masses, donc les reculer et les avancer avec les billes de verre complètement par rapport au centre du leurre, fait qu'on va le stabiliser. Et ça, on a noté une augmentation des performances d'en moyenne de 30%. Et l'autre chose aussi, c'est que cette inertie-là, quand on lui donne de l'énergie en l'animant walking the dog, l'énergie qui est donnée au leurre est beaucoup plus stable dans le leurre, c'est-à-dire qu'il va être encore une fois moins sensible aux perturbations extérieures, moins sensible au clapot, moins sensible à tout ça. Et donc on va avoir un leurre qui va être plus facile à animer. Et donc on s'est nettement rendu compte de ça, et ce qui fait qu'on a breveté ce procédé-là, qui nous permet d'avoir des yeux sans plastique, hyper naturels, et de booster les performances du leurre. Toutes ces choses-là sont des petites complexités techniques qui sont ajoutées au fur et à mesure, et qui font que cette petite chose qui paraît toute simple comme ça est en fait un concentré technologique. C'est vrai, il a l'air tout simple. Hein, moi j'aime bien ces esthétiques épurées, vraiment la silhouette d'un petit poisson. Il n'y a rien de trop là, c'est assez minimaliste. Les yeux, ces yeux noirs là, qui brillent là, et puis cette matière satinée là, c'est avec des hameçons simples. Il est très simple dans l'esthétique, mais alors derrière il y a plein de complexités. On le voit sur des coques là. Tout le travail qui a été fait là. Jusqu'aux hameçons aussi hein, qui ont donc là il y a aussi beaucoup de partenaires, il y a un travail en interne chez nous et un travail avec des partenaires en France hein. Aussi bien scientifiques, académiques que des industriels, que des privés. Il y a vraiment beaucoup de monde qui a phosphoré autour de ce projet là hein. Et encore VMC sur la partie hameçon pour avoir un hameçon spécialement développé pour nous. Alors c'est leur hameçon 7237 que vous connaissez sûrement bien, qui est leur excellent hameçon simple, mais qui pour le coup est fait en acier inoxydable, donc sans revêtement pour nous. Et donc sans tous les bains chimiques ou ces choses-là, c'est vraiment le plus naturel possible. On a été jusqu'au bout des choses. Pourquoi un hameçon simple d'ailleurs sur ce leurre-là? On a choisi de mettre un hameçon simple tout simplement parce que les leurres de surface, avec deux hameçons triples, on arrive à blesser beaucoup les poissons, notamment les petits poissons. Et sur pas mal d'espèces,
l'utilisation de tripes n'est pas forcément justifiée. Notamment sur le bar, sur la perche, sur le black bass, on n'a pas besoin d'utiliser de tripes pour pouvoir prendre efficacement les poissons. C'est plus sur les poissons à dents, tu vois, sur du brochet, des bonites, des truites ou des choses comme ça. Là, les poissons à dents sont un peu plus difficiles, je trouve, à piquer avec des hameçons simples. Mais en tout cas, sur tout ce qui black bass, bar, perche, tous ces poissons-là qui ont des grandes gueules, là, qui vont aspirer en fait le leurre à l'attaque. C'est bien plus efficace avec des hameçons simples. Et puis du coup, pour ceux qui auraient besoin, notamment pour les pêches du brochet ou qui voudraient se rassurer mettre des hameçons triples, le leurre a été équilibré aussi pour pouvoir ajouter des hameçons triples. Donc là, les 75-52 de VMC vont très bien. Il suffit juste de mettre à chaque fois la même taille de triple au centre et à l'arrière. Et vous aurez un équilibrage qui sera très bon et un même comportement du leurre. Donc nous, on préfère le vendre avec des hameçons simples parce que du coup, ça va jusqu'au bout de la préservation du poisson, la préservation de l'environnement. Mais pour les personnes qui vraiment ont besoin d'utiliser le triple, notamment pour les pêches de brochet, il est possible d'utiliser avec des hameçons triples sans problème. C'est vrai que les hameçons simples, ça abîme quand même moins le poisson. Et puis dans la nage aussi, quand tu mets des triples, ça freine le leurre en fait, ça pousse de l'eau. Et quand tu vas donner des à-coups pour l'animer, avec des hameçons simples, il est beaucoup plus vivant, il va plus slider, le comportement est bridé par les triples qui retiennent l'eau en fait. Et rien que pour ça aussi, moi je préfère les hameçons simples. Maintenant, on va quand même parler d'un point important sur ce leurre-là, c'est son faible impact environnemental. Donc il y a le mot biodégradation qu'on retient indirectement, mais c'est pas tout. Pour l'impact environnemental, on va regarder 3 principaux critères. Le premier critère, c'est quelles sont les matières utilisées, est-ce qu'on est dépendant ou pas du pétrole pour les faire. Donc là, la discussion qui va suivre va plutôt parler des matières organiques et donc des matières plastiques qui, elles, engendrent le vrai problème aujourd'hui de pollution plastique et de dépendance au pétrole. Donc cette matière-là que l'on a choisie, elle est biosourcée. Qu'est-ce que ça veut dire biosourcée? Ça veut dire qu'elle est synthétisée à partir de matières naturelles et non de pétrole. Donc on peut faire cette matière plastique sans pétrole. Et ça, c'est un vrai plus parce qu'on n'est plus dépendant de cette énergie fossile, de cette ressource fossile. Ce n'est pas pour autant de l'amidon de maïs, ça reste un plastique. Donc on reste dans de la plasturgie, une fabrication de matière plastique. Donc voilà, le premier point de faible impact environnemental, c'est que ce leurre-là, il peut être fait sans utilisation de pétrole. Le deuxième point important, et c'est celui qu'on retient le plus, c'est la biodégradation. Pourquoi? Parce que dans nos têtes, on comprend bien que si c'est biodégradable, alors ça ne restera pas dans la planète et ça ne polluera pas. Qu'est-ce que veut dire biodégradation? Il y a 2 phases. Il va y avoir une première phase qui va être dégradation. Comme tous les plastiques, ça va se transformer en microplastiques. Ces microplastiques-là, on ne les voit pas. Donc on pourrait dire que le leurre a disparu de la surface de la Terre. Il est dégradé. Ça, c'est la première étape. Et elle est commune à tous les plastiques en fait. Et aujourd'hui, la pollution de microplastiques est celle qui nous inquiète le plus parce que c'est celle qui est le plus impactante pour les organismes vivants et pour la planète. Mais l'avantage de ces matières-là, c'est qu'en plus, une fois dégradées et pendant le cours de dégradation, il y a des bactéries qui sont capables de digérer ce plastique-là. Et ces microplastiques. On parle alors de bioassimilation. Et donc là, on a choisi une matière qui est capable d'être bioassimilée par des bactéries présentes dans le milieu marin, donc dans l'eau, dans la mer. Ce sera aussi vrai en eau douce parce que c'est une biodégradation qui est plus facilement accessible. Donc on a vraiment choisi ces matières-là qui sont très rares, qui peuvent être bioassimilées dans le milieu marin. Donc ça, c'est le deuxième point important, c'est-à-dire que aujourd'hui on n'est pas capable de vous dire une échelle de temps parce que ça va dépendre de la quantité de bactéries dans le milieu et de la rapidité dans laquelle il va se former le microplastique. Par contre, ce dont on peut être sûr, c'est qu'à terme, il n'engendrera pas de pollution plastique résiduelle. Et ça, c'est le point important pour nous. Et du coup, dans votre boîte, normalement, il n'est pas censé avoir des bactéries, enfin, il ne va pas se dégrader. Il faut vraiment un environnement très spécial pour qu'il se dégrade, mais dans le garage ou dans les boîtes de leurre, même s'il reste de l'eau de mer dessus, dans le fond de la boîte, c'est pas pour autant qu'il va se dégrader. Absolument pas, parce qu'on ne sera pas dans les conditions requises pour que du coup il y ait la bioassimilation qui se passe. Donc vous n'avez pas besoin de le rincer, vous n'avez pas besoin de l'essuyer, vous n'avez pas besoin. En fait, vous le traitez comme n'importe quel autre leurre de votre boîte, quoi, et puis il vieillira comme n'importe quel autre leurre plastique de votre boîte. Ce sera transparent pour vous. C'est si vous le perdez dans l'environnement qu'à terme, du coup, il n'y aura pas de pollution plastique résiduelle. Donc du coup, on a parlé voilà, des 2 premiers points de l'impact environnemental, non dépendant des ressources du pétrole, biodégradable, mais le 3e point vraiment hyper important, c'est l'écotoxicité. Qu'est-ce que veut dire écotoxicité? Ça veut dire qu'à un moment donné, il pourrait être toxique pour quelque chose présent dans le milieu naturel, soit pour des algues, soit pour des crustacés, soit pour des poissons. Et cette toxicité-là, elle peut être sur le produit non dégradé, non bioassimilé, mais il pourrait très bien arriver pendant une étape de dégradation. Et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont il faut s'assurer qu'on n'impacte pas, quel que soit le milieu, quel que soit l'organisme
par une toxicité Je pense que c'est le point le plus important en fait. Ces derniers temps, là, des poissons avec des trucs bizarres, là, c'est vraiment ça, là, toute cette chimie qui donne des cancers aux poissons, j'en sais rien, mais je trouve que c'est le point le plus important, quoi. Et donc du coup, on a sélectionné cette matière, justement, parce qu'elle n'a pas de toxicité aiguë, connue dans le milieu marin ou dans le milieu naturel. Et c'est ce qui nous a intéressé. On pourrait couper en petits morceaux, en faire une salade de cornflakes là, et manger ça, quoi. On pourrait le manger. Et c'est pareil du coup, pour pouvoir mettre de la couleur dessus, on n'a pas voulu mettre de peinture. Donc on a développé une façon de le colorer dans la masse, c'est-à-dire qu'on ajoute une toute petite proportion de colorant, ce qui nous permet d'avoir plusieurs couleurs. Ouais, on a fait des essais là. Il y a des trucs assez sympas, hein. Ce blanc nacré là, le noir aussi, on sait les origines là, si c'est de l'encre de sèche qui est non, c'est des. Voilà, justement, pour les collants que l'on met dedans, c'est pareil. Ce que l'on fait, on fait attention à utiliser des matières organiques ou minérales qui n'ont pas de toxicité connue. Donc on cherche vraiment à colorer ça pour que ça ne dégrade pas les propriétés non écotoxiques de la matière et pour qu'il n'y ait pas d'impact environnemental. Et donc ça, c'était le deuxième gros point fort en fait de l'étude que l'on a faite. Et là, si on mange les bites verts, il ne va rien se passer, hein. Et les hameçons, eux, ils sont sans revêtement aussi pour pas qu'il y ait de... Ouais, voilà, on s'est posé la question. Donc quand on parle d'impact environnemental, bon, bien sûr, là on vient de parler de la partie plastique, mais il y a toutes les autres choses qui sont dedans. Les billes de verre, on a une bille tungstène, on a une armature traversante en acier inox, des anneaux brisés, des hameçons. Alors pourquoi avoir choisi ces matières-là? Bon, le verre et le tungstène sont des matières complètement inertes, c'est-à-dire que si on les perd dans l'eau, on sait qu'on ne va pas polluer ou intoxiquer quoi que ce soit. Ça va finir par se dégrader petit à petit, hein. Même l'inox finit par rouiller. Et c'est vrai que sur les hameçons et sur l'armature traversante, on a souvent la question, pourquoi avoir pris l'inox et non pas un acier? Parce qu'on se dit, mince, si le poisson il le prend, il n'arrivera pas à s'en débarrasser. Ce qui est au final pas totalement faux, mais ce qui est tout aussi vrai avec les hameçons d'aujourd'hui. Les hameçons d'aujourd'hui, en acier, ils sont traités, ils ont des revêtements de surface qui font en sorte qu'ils ne rouillent plus. Et donc même ces hameçons-là, ils mettent très longtemps à être digérés par les poissons. Donc ce qui est important de voir, c'est que nous on a choisi des hameçons simples, ce sont des leurres de réaction, donc ils sont rarement piqués tout au fond de la gorge, et donc le poisson généralement arrive à se débarrasser rapidement des hameçons. Mais en choisissant des hameçons inox surtout, on évite d'ajouter des revêtements de surface pour éviter que justement l'hameçon rouille. Et ces revêtements de surface là, c'est du nickel, c'est des vernis colorants, c'est tout un tas de choses chimiques qui ne sont pas forcément très bonnes pour l'environnement. Et donc pour nous, choisir un hameçon fait en inox, c'était la façon d'avoir le moins d'impact environnemental possible sur ce produit-là. Alors pourquoi avoir choisi une armature traversante? On en a un peu parlé tout à l'heure en parlant des billes de verre. En fait, on manquait de place dans la tête pour pouvoir mettre des simples 8 habituels dans le leurre. Et donc on a dû trouver un subterfuge pour avoir une bonne résistance mécanique et avoir une bonne tenue de l'ensemble de l'armature. Et donc on a choisi une pièce complète qui est faite dans une tôle inox qui est découpée au laser. Donc ça c'est quelque chose qui est fabriqué juste à côté de chez nous à Brest. Et pourquoi est-ce qu'on la voit sur tout le long du leurre? C'était tout simplement pour qu'elle soit le moins intruse dans le leurre possible. C'est-à-dire qu'elle rentre le moins dans le leurre pour avoir un bon volume d'air, pour avoir un leurre en fait qui soit compact, mais qui soit quand même dense et qui ait le bon équilibrage que l'on voulait. Donc en fait, c'est pour ça que la tôle, elle ressort en dessous. Et l'autre côté d'avoir fait ça, c'est aussi qu'en cas de déformation très forte, on ne vient pas abîmer l'étanchéité du leurre. Le leurre est soudé à ultrasons, donc il y a une cage à l'intérieur qui est vraiment super étanche. Et quand la tôle travaille sous de très fortes contraintes, de très fortes sollicitations, elle ne vient pas abîmer cette étanchéité. Et donc au final, on se retrouve avec un leurre qui jusqu'à une force de 15 kg ne va pas bouger du tout, c'est-à-dire qu'il ne va pas perdre en étanchéité, il ne va pas être déformé, vous n'aurez rien vu. Qu'à partir de 15 kg, va pouvoir peut-être commencer à s'abîmer un petit peu, mais on a déjà des efforts super forts, et il va tenir jusqu'à 35-40 kg avant de casser. Donc au final, si vous avez le poisson de votre vie, le gros poisson de votre vie, vous arriverez quand même à le sortir, même si le leurre derrière, vous pourrez juste le mettre dans un cadre, quoi. Un bar de 15 kg. Un bar de 15 kg, ça existe, paraît-il. Ouais, mais je pense que le leurre, il tiendra largement le bar de 15 kg. En tout cas, voilà. Avec cette matière, cette armature traversante, on est dans des résistances équivalentes à ce que vous avez l'habitude d'utiliser en termes de leurre de surface classique ABS. Vous allez avoir au moins la même résistance. Ça apporte un petit plus, là, cette petite ligne, cette petite brillance en plus, là. Je trouve que c'est bien, ça fait moins objet tout plastique. C'est sympa. Donc voilà, on est très fiers d'avoir pu vous présenter ce leurre là, qui déjà, en plus d'être super pêchant, est vraiment à faible impact environnemental, et fabriqué en Bretagne, très proche de nous, hein. Les coques sont injectées à la porte du Finistère, à Guidel,
La tôle traversante, l'armature traversante est faite à Brest, à 10 minutes de chez nous. Le pack dont on vous a parlé, il est imprimé et fait à Landerneau, à côté de chez nous aussi. Donc l'assemblage est fait dans nos locaux. Donc en fait, voilà, on a un leurre fabriqué en Bretagne. Les hameçons viennent de chez VMC, c'est à l'autre bout de la France, mais c'est pas si loin non plus. Voilà quoi. Et puis packaging, pareil, on a été dans la continuité dans la logique, c'est-à-dire sans colle, sans agrafe, sans rien, sans plastique, et puis en une seule pièce. Là, Victor a fait un super travail là-dessus, qui permet de maintenir le leurre. Non, c'est vraiment jusqu'au bout, on a été sur ce projet. Notre terrain de jeu, c'est la mer. On a envie qu'il reste des poissons dans la mer. Si, à force de tous les plastiques finissent à la mer, voilà. Donc nous, on voulait marquer le coup en faisant vraiment un effort pour avoir un leurre qui a vraiment un faible impact environnemental. Et ça passe par une production locale, ça passe par des matériaux qui ont un coût, et donc ça nous fait un leurre au final qui est autour d'une trentaine d'euros, ce qui est plutôt raisonnable. Et pour un travail comme ça, on est assez fiers de ce projet. Ouais, on est très content d'avoir réussi à tenir cette gamme de prix-là. Et puis ce n'est qu'un début en plus. Ouais. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. On est content de vous avoir présenté ce leurre. On espère avoir répondu à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser dessus. Commentez, posez-nous de nouvelles questions. On sera ravis de vous y répondre et d'avoir vos retours sur ce projet-là.